bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Clarisse Rey, je suis la directrice générale du DEFI et de l'IFTH. Nous nous retrouvons ce matin pour, j'allais dire, partager les résultats d'un travail très approfondi sur les ERP ou tous les outils qui permettent notamment aux marques de structurer leurs données. Alors, cette étude a été décidée suite à un travail fait dans le cadre du comité stratégique de filière. Nous avons réalisé un pilote de traçabilité et nous nous sommes aperçus que l'un des premiers blocages, l'un des premiers freins, l'une des premières difficultés pour engager une démarche le plus efficace possible en matière de traçabilité, c'était déjà le point de la structuration des données dans les entreprises. Encore très souvent, les données sont, je ne vais pas dire éparpillées, mais à différents endroits, pas forcément sous les mêmes formats. Et durant ce pilote de traçabilité avec des entreprises, à différents moments, on s'est retrouvé dans la situation où les entreprises donnaient des références inexactes à leurs sous-traitants et donc c'est encore plus difficile, j'allais dire, d'engager cette traçabilité. Donc c'est une décision du DEFI, donc c'est une demande, j'allais dire, d'un travail qui provient du DEFI et qui a été réalisé, je vais les présenter, par l'IFTH et notamment par Yacine Boukela. Donc, les personnes un peu clés, Yacine, on vous voit. Donc, c'est vous qui allez Bonjour. Oui, présenter, c'est vous qui avez réalisé j'allais dire, cette cartographie et vous vous effectivement, occupez avec de l'aide, la... bien sûr, de plusieurs parties prenantes à l'IFTH et au Oui, défi, bien sûr. oui, vous n'êtes pas tout seul. Mais vous avez piloté cette étude. Vous Mhm. êtes à la veille j'allais dire, la cellule veille de De l'IFTH. l'IFTH, Je exactement. voudrais aussi que Louise Justo, qui est au défi, allume sa caméra, si elle le peut, Oui, bonjour. puisqu'elle est chargée de projet au défi. Et puis également Eva De Bruyne, qui va allumer sa caméra. Qui est qui est référente, j'allais dire, sur tous les sujets, durabilité, mode responsable. Et aujourd'hui, elle travaille aussi bien pour l'IFTH que le défi. Donc, très rapide, j'allais dire, présentation, hein, le défi. Là, c'est une plateforme originale qui a été créée en 84. On a une mission d'intérêt général. Nous sommes financés par une taxe affectée et notre mission, c'est l'accélération et la transformation de la filière mode et habillement française. L'IFTH, lui, a un format assez radicalement différent, puisqu'il y a 145 personnes. C'est un centre technique industriel avec des équipements, des plateformes, 145 personnes, 110 ingénieurs et techniciens, avec 4 piliers d'activités testées, certifiées, innovées et formées. Et maintenant, j'en ai fini. Et donc, Yacine, je vous laisse la parole. Merci Merci. Clarisse. Merci Clarisse pour cette introduction. Donc je vais reprendre le relais. Bon, je vais essayer de pas trop entrer dans les détails techniques, étant donné que le sujet des ERP, c'est un sujet, enfin, voilà, on peut vite, très très vite se retrouver dans la terminologie, dans le vocabulaire. On va essayer de survoler ça. Donc pas d'inquiétude à avoir si vous n'avez pas forcément de connaissances en informatique. On va essayer d'être le plus light possible, sachant que la présentation sera disponible à la fin, donc vous pourrez ensuite revenir et aller plus dans le détail sur ce qui est affiché. Donc comme le disait Clarisse tout à l'heure, cette étude, elle est née des enseignements qu'on a tirés du pilote traçabilité, coordonné par le défi. Donc
l'une des conclusions était qu'il fallait organiser et structurer ces données avant de commencer n'importe quelle démarche de traçabilité. Et le meilleur outil, enfin idéalement, cette organisation se ferait via un ERP. Le problème, et on va s'en rendre compte dans la suite à mesure que je vais faire cette présentation, c'est que implémenter un ERP, c'est pas forcément simple et c'est pas forcément pour tout le monde. Notamment des entreprises de petite taille, des PME, des ETI, vont avoir beaucoup plus de mal ou vont avoir plus de, comment dire, ce sera un enjeu plus important pour elles. Et c'est quelque chose qu'il vaut mieux éviter de rater. Donc, avant tout, on s'est intéressé pour cette étude à un certain nombre de solutions. Comment est-ce qu'on a fait pour sélectionner les solutions les plus pertinentes? On a pris en compte les critères qui sont affichés à l'écran. Le plus important, enfin les plus importants, ça va être l'interopérabilité. On parle d'une brique technologique qui va venir s'insérer au sein d'autres briques, et donc il faut absolument que le format des données ou le format d'utilisation soit adapté à d'autres technologies qui sont en place. Le textile, l'habillement, c'est un marché qui est dont la supply chain, la chaîne de valeur est mondiale. Donc le fait que l'outil soit multilingue, c'est absolument crucial. Comme on en parlait, l'outil doit être adapté aux petites entreprises, doit être adapté aux PME. Cette réflexion, elle vient du fait que aujourd'hui, cette étude, je pense qu'elle va être elle va beaucoup plus intéresser des entreprises de taille moyenne ou de taille petite que de grandes entreprises qui peut-être ont déjà eu le temps de mener cette réflexion de leur côté. Ensuite, on va essayer de juger les solutions par rapport à l'investissement initial. On va voir plus tard que l'unité pertinente, ça va être ce qu'on appelle le total cost of ownership, donc le coût de possession. Et comme les modèles économiques sont extrêmement divers, on va faire attention, on va essayer de faire en sorte que tout comment dire, soit rapporté à une seule unité. Et comme ça va nous permettre d'un peu mieux comparer la quantité d'investissement enfin voilà, l'investissement qui sera nécessaire. Et bien sûr, donc dernier point, mais qui est, Oui, effectivement, vous oui, avez vraiment essayé d'approcher entre des différentes solutions. Combien ça coûte au total, j'allais dire, c'est pour ça. une entreprise, initialement, je vais dire les licences, le coût récurrent, etc. Donc, on a vraiment essayé, enfin, Yacine, je veux dire, Oh, c'est vraiment Yacine qui a fait nous ça. avons essayé, Vous effectivement. avez essayé d'essayer de vous donner par solution, en gros, le coût total de ce que ça implique. C'est ça. L'unité pertinente, enfin, étant donné que les modèles sont aussi différents, on va se dire, OK, combien ça va me coûter de posséder ce logiciel à la fois en coût d'implémentation et en coût récurrent pour 1 an et pour un utilisateur. Et à partir de là, si ensuite on peut multiplier par 45 utilisateurs, voilà, ça va changer. Mais il faut bien se rendre compte que les prix qui vont être donnés aujourd'hui, c'est vraiment des estimations, c'est à titre indicatif. Ça prend pas en compte tout ce qui va être développement sur mesure qui va coûter plus. L'implémentation, pareil, ça peut prendre du temps dépendant de la maturité digitale de l'entreprise. Ça, ce concept de maturité digitale va être très important et on va le voir plus tard aussi. Donc, on essaie d'avoir une idée du type de l'investissement nécessaire, mais voilà, toujours prendre avec des pincettes et puis se dire que de toute façon, on ne sera jamais aussi précis qu'un devis ou voilà, que de négocier directement avec le fournisseur de solutions. Et là, on aura vraiment le prix final. Donc, dernier critère important à prendre en compte, c'est la gestion de la confidentialité. Aujourd'hui, c'est intéressant c'est intéressant et c'est utile d'héberger ces données dans le cloud, mais où est-ce que ce cloud est hébergé? Est-ce qu'on parle de pays où la réglementation va protéger nos données? Ou bien est-ce qu'on a beaucoup plus de risques par rapport à ça? Voilà, donc c'est toujours comment dire, des problématiques qu'il faut prendre en compte. Au-delà de ça, donc ce qui est appelé ici fonctionnalité optionnelle, c'est pas forcément optionnel, c'est mais on va dire que c'est moins critique que l'investissement, c'est est-ce qu'il s'agit d'une solution qui est complète, qui va permettre à l'entreprise de tout faire, gestion RH, gestion de la paie, comptabilité, et cetera. Et est-ce que, on va dire, ça va être, quelque chose qui est très répandu sur le marché, qu'on va retrouver à la fois chez ses fournisseurs
et en amont et en aval de la chaîne de valeur, et donc qui va permettre une meilleure démarche de traçabilité. Donc c'est quand même des critères importants qu'on va aussi tenter de prendre en compte. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est ce qui a façonné notre manière, donc façonné cette étude, façonné comment nous avons sélectionné nos solutions. Donc je vais passer à ce qui, enfin voilà, ce qui va intéresser tout le monde, donc les définitions. Malheureusement, on est obligé d'en passer par là. Qu'est-ce qu'un ERP? Qu'est-ce qu'un ERP exactement? Donc en anglais, c'est un acronyme pour Enterprise Resource Planning. En français, on parle de progiciel de gestion intégrée. Donc j'ai l'impression que c'est quand même un terme qu'on entend moins, qu'on utilise moins. L'idée, très basiquement, c'est centraliser les données et les processus au sein d'une seule plateforme. Et cette centralisation des données et des processus, elle va permettre une meilleure prise de décision, quelle que soit la partie prenante dans l'entreprise. Que ce soit un décideur, donc quelqu'un de la direction, ou quelqu'un qui est au niveau de la production, quelqu'un au niveau des achats. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir gérer toutes les ressources de l'entreprise de manière centralisée, voilà, de manière centralisée et surtout qu'il n'y ait pas on va dire, de trous dans la raquette. Donc, les fonctionnalités que peut remplir un ERP, elles sont très très nombreuses. Ce qui va nous intéresser pour notre marché, c'est-à-dire pour textile, mode, habillement, c'est tout ce qui va être gestion des stocks et gestion de la production. Alors pourquoi? Parce que c'est là que, on va dire, c'est là qu'il y a plus d'intérêt. Donc déjà, c'est là que commence la démarche de traçabilité et c'est là qu'on va avoir des solutions qui vont avoir un avantage concurrentiel. C'est-à-dire que enfin, je vais dire n'importe quoi, mais pour, par exemple, la comptabilité ou la gestion des ressources humaines, n'importe quelle solution, on va dire générique, pourrait faire l'affaire. Mais il faut que la solution, et on va le voir ça plus tard, pour la gestion de la production, soit destiné à la production textile. Pour la gestion pour la distribution, il faut que ce soit pour de l'habillement, parce qu'on a des spécificités sur ce marché qui, voilà, doivent se retrouver dans l'outil. Donc je continue. La slide prochaine, c'est pour montrer que donc énormément de modules et de sous-modules peuvent exister dans un ERP. Donc l'ERP, ça permet de faire beaucoup de choses. Encore une fois, nous, on va être sur la partie stock et sur la partie production. Donc voilà, la slide, elle est très bien faite. C'est une slide de Eureka ERP que voilà, je vous laisserai explorer à loisir. On va pas, encore une fois, avoir le temps d'entrer bien dans les détails, mais ça montre bien que c'est un outil qui est très généraliste et qu'il faut pouvoir adapter, ou en tout cas pouvoir en trouver un qui soit très adapté à nos processus internes. Donc, toujours dans la continuité des définitions, aujourd'hui, le scope de cette étude-là, ça va être ce qu'on appelle un ERP GPAO. Donc GPAO, c'est gestion de la production assistée par ordinateur. Donc encore une fois, on reste dans ce qui est production. On va parler de gestion de stock, gestion des achats, gestion des commandes, gestion des produits, des nomenclatures, des gammes. Voilà, c'est assez comment dire? C'est assez orienté sur cet aspect-là. Et là, vous pouvez voir que tout en bas, il y a écrit facturation et vous allez me dire: «Mais facturation, est-ce que c'est pas plutôt dans les fonctionnalités d'un CRM?» Et donc très bonne transition. Un CRM, ça va venir recouvrir une partie des fonctionnalités d'un ERP, mais ça va pas être exactement la même chose. C'est-à-dire qu'un CRM aujourd'hui, ça va permettre c'est Customer Relationship Management, donc gestion de la relation client. Donc effectivement, on va retrouver de la facturation à la fois dans un CRM et dans un ERP, mais le CRM, c'est quelque chose qui est vraiment orienté sur la relation avec le client. Maintenir, voilà, envoyer des factures, maintenir des contacts, garder des prospects. Là où le ERP, encore une fois, je le rappelle, on parle de gestion des ressources de l'entreprise. Donc c'est une question de prisme de lecture. Donc, autre confusion à ne pas faire, c'est entre un ERP et un MES. Donc MES, c'est Manufacturing Execution System, donc logiciel de pilotage de la production. Encore une fois, on va avoir certaines fonctionnalités qui se recoupent, mais ce qu'il faut garder en tête, c'est qu'un ERP va se positionner au niveau de l'entreprise,
dans sa globalité, alors qu'un MES va se positionner au niveau de l'atelier. Donc on parle vraiment de suivi de temps production, contrôle de qualité, gestion des stocks également, mais ça ne va pas être dans la même optique que pour une entreprise où la vision va être un peu plus stratégique. Je continue, donc dernière définition, je le promets. Et Alors, si ensuite, quelqu'un se sent perdu, hein, il pose ses questions dans conversation. Hein, exactement. parce Donc, que là, GPAO, ERP, MES, voilà. PLM, voilà, voilà, C'est voilà. beaucoup d'acronymes. Je comprends qu'on puisse être perdu. Je suis vraiment désolé. Il faut vraiment en passer par là pour pouvoir bien comprendre de quoi on parle. Mais n'hésitez pas, bien sûr, à laisser vos questions dans le chat. Et dès qu'on aura une pause, on y répondra. Pas de souci. Donc, dernière définition, et ensuite on passe à du concret. PLM. PLM, on parle de Product Lifecycle Management, donc la gestion du cycle de vie d'un produit. Encore une fois, on voit sur le schéma que ça peut se retrouver. Un ERP peut faire certaines fonctionnalités que pourrait faire un PLM. Donc PLM, c'est des produits qui sont par exemple commercialisés par Lectra, par Gerber, euh, par Morgan Technica. Le prisme qu'on va prendre, c'est celui du produit. On va prendre un produit X qu'on va suivre de sa conception à sa fin de vie, alors que côté ERP, on est encore une fois côté entreprise. Alors, j'arrête avec mes définitions. On va passer, j'espère que ça a été clair, on va passer alors, l'importance, donc comment implémenter un ERP. Concrètement, un ERP, c'est quand même un outil qui va être très lourd. Ça va impliquer une réorganisation de l'entreprise. Et du coup, ben, en fait, il ne faut pas se rater. Voilà, pour parler un peu vulgairement, il ne faut pas se rater. Quels sont on va dire, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête au moment de faire ça? Donc, je vais commencer d'abord par prendre un cas concret. Donc, les informations suivantes, les slides suivantes, elles nous ont été fournies par Calliope. Donc, Calliope, Calliope Business Solutions, c'est un intégrateur français de RP. Donc, on va parler tout à l'heure de la définition, enfin de la distinction entre un intégrateur et un fournisseur de solutions. Mais là, vraiment, on parle donc, on parle d'un acteur qui va venir installer des ERP chez des clients. Donc, je prends leur exemple parce que donc, voilà, leur méthodologie, elle est claire et on va retrouver exactement la même méthodologie chez tous les projets d'implémentation de ERP vont à peu près suivre ce même schéma. Donc, Et puis on a, surtout, ils ont ouais, accepté, j'allais dire, d'être très transparents sur leur exactement. manière de procéder et que vous avez estimé que, je vais dire, cette façon de procéder était, j'allais dire, très applicable avec d'autres intégrateurs. Absolument, absolument. C'est exactement le cas. Ils ont accepté donc de montrer comment. Je pense que ça a été les plus transparents sur ce processus-là. Donc, je vais passer à la slide suivante. Ça va être plus clair. Donc, ça, c'est leur méthode projet. Comment un projet de RP est lancé, comment il est conduit. Et on voit qu'il y a donc les 6 phases principales. Le lancement. Donc, tout ça, on va dire on va lancer on va lancer le projet. Donc, ça montre pas, mais il y a une phase de pré-projet avant ça. Mais au moment du lancement du projet, on va s'entendre entre les équipes de la personne, donc de la solution de RP et les équipes du client voilà, pour lancer le projet, tout simplement. Les études de cadrage, ça va être chaque fois que, comment dire, qu'un besoin va être, on va dire que les équipes de l'intégrateur vont essayer d'aller comprendre comment fonctionne l'entreprise, de remonter les besoins et ensuite de traduire ça en cahier des charges, de traduire ça en, voilà, à quoi ça ressemble digitalement. La phase de réalisation, c'est la phase où on va dire le codage, une première version du codage a été faite, un premier paramétrage a été fait et on va commencer à essayer de tester, de voir comment ça marche. Donc, plusieurs autres étapes, donc recette de la solution et mise en production. Là, on parle donc vous pouvez voir reprise des données réelles, donc parce que bien sûr, il y a des phases il y a des phases projet où
On est plutôt sur une période bêta ou une période test, et ensuite on a une période un peu plus donc de lancement réel. Pendant ce temps-là, il faut se rendre compte que la nouvelle solution et l'ancienne solution vont se chevaucher. Donc beaucoup d'allers-retours. Je pense que rien qu'avec ça, on peut voir que c'est un processus qui va être long, qui va prendre du temps et qui nécessite beaucoup de communication entre le fournisseur donc l'entreprise qui implémente. Et on finit par l'assistance post-démarrage, parce que même si on dit OK, c'est bon, le projet est lancé, on peut se rendre compte au bout de 3 mois, après le lancement d'un logiciel que: «Ah bah non, ça fonctionne pas, il y a ce problème-là, on manque de formation, nos opérateurs ne savent pas l'utiliser» et donc il est nécessaire d'avoir une phase post-démarrage. Donc ça, ces phases-là, on les retrouve à peu près chez tous les fournisseurs de solutions. Voilà, donc la slide sera disponible, donc vous pourrez passer un peu plus, de temps dessus. En attendant, je vais passer à la suite. Ce qu'il faut retenir de cette diapositive, c'est que on aura toujours un équivalent entre, donc Calliope, l'intégrateur et l'organisation interne. C'est-à-dire que le mieux, en tout cas, c'est d'avoir un chef de projet de chaque côté, des consultants de chaque côté qui seront tout le temps en communication, pour pas aller dans un sens, voilà, qui n'est désiré ni par l'un ni par l'autre. Je vous montre ça parce que c'est un, calendrier prévisionnel. Donc on peut voir que chaque phase combien de temps chaque phase pourrait prendre éventuellement et on se rend compte qu'on est à minima sur 17-18 mois. On parle pas de pré-projet, on parle pas de la phase de post-projet. Donc on est vraiment juste le projet en lui-même prend autant de temps. Donc je vous laisse deviner qu'en plus des investissements monétaires qu'il faut effectuer, on a beaucoup d'investissements qui seront plutôt de nature, on va dire, ressources internes de l'entreprise. On va pas s'imaginer que c'est, comment dire? Pour donner un exemple peut-être un peu plus concret, c'est pas comme un logiciel de traitement de texte qu'on télécharge, qu'on installe et qu'on se met à utiliser immédiatement ou après une petite période de formation. Là, on parle vraiment de quelque chose de très spécifique. Donc, ce qui est intéressant exactement avec, ce qui est également intéressant avec Calliope, c'est que on a certaines études de cas. Donc là, on parle toujours de marques, de marques donc qui sont, positionnées dans la mode et dans l'habillement. Ce qui va être intéressant, c'est de noter, les durées de projet et les jours hommes qui ont été mis pour avoir à peu près une idée de l'investissement qui est nécessaire. Donc pour cette marque d'accessoires de prêt-à-porter, qui a installé donc la solution Microsoft Business Central et K3 Pebblestone. Donc on va en parler un peu plus tard de ces solutions spécifiques, mais Business Central, pour simplifier, c'est la solution, c'est l'ERP un peu générique de Microsoft, et K3 Pebblestone, c'est un ERP spécifique à la mode et à l'habillement, qui est utilisé par plusieurs marques que Calliope se charge d'intégrer. Donc là, on a une idée, donc la durée du projet était de 9 mois et on a eu 95 jours hommes pour implémenter l'outil chez cette entreprise. On a une autre marque de prêt-à-porter et là, on voit que c'est plus, ça prend déjà beaucoup plus de temps. On a 45 utilisateurs. L'entreprise fait 85 millions d'euros de chiffre d'affaires et là, un projet qui a duré 18 mois, donc en accord avec ce que j'ai présenté, précédemment, pour, un temps, jour homme de 315 jours. Donc voilà, les temps jour homme, c'est dépendant de si on est plutôt sur des techniciens, plutôt sur des ingénieurs, on est plutôt entre 800 et 1 200 € par jour à la louche, vraiment, voilà, à la louche. Je passe à la suite. Une autre marque de prêt-à-porter, 24 mois pour 130 jours, hommes cette fois. On voit que la durée du projet, elle est pas forcément non plus corrélée avec, le nombre, enfin l'intensité du développement qui est prévu. Là, on a 25 utilisateurs pour 6 millions d'euros de chiffre d'affaires et une dernière marque, donc une marque de vêtements de sport, où on parle de 120 jours pour 9 mois, pour une durée de projet de 9 mois.
Donc concrètement, qu'est-ce qu'on en tire? Si on doit, comment dire? Si on doit synthétiser tout ça. Qu'est-ce qui est important pour, on va dire une PME dans le textile, mode habillement qui veut implémenter un ERP? La première chose, qu'il est important de prendre en compte, c'est la spécialisation de notre fournisseur. Est-ce que ce fournisseur peut justifier d'une expérience importante dans notre domaine d'expertise ou pas. Si, pour dire n'importe quoi, si c'est un fournisseur d'ERP pour, l'aéronautique, peut-être que ce fournisseur va avoir du mal à adapter sa solution au, textile. Par contre, si c'est on va dire, si c'est un fournisseur qui a l'habitude de travailler avec des marques de mode, là, on peut plutôt être sûr que même si la techno est pas parfaite, elle va quand même assez se rapprocher des processus d'une entreprise pour, voilà, pour convenir. Le deuxième point qui est Ça, c'est extrêmement important. vraiment un conseil essentiel. Ne tombez Oui, pas, j'allais dire, et même pour les solutions de traçabilité, hein, au-delà, ne tombez pas dans le piège de, j'allais dire, de prestataires, donc que ça soit l'ERP, les solutions de traçabilité, qui découvrent notre secteur. Notre secteur a beaucoup de particularités, c'est une chaîne de valeur extrêmement éclatée, donc surtout ne tombez pas dans ce piège. absolument, absolument. L'idée, c'est de se dire que l'idée d'un ERP, c'est de digitaliser un processus qui existe déjà, et de le mettre, enfin de le rendre informatique, de le digitaliser. Donc si on ne connaît pas le processus, on va avoir du mal à le digitaliser tout simplement, et c'est là que, comment dire? Pour cette partie-là, toute la connaissance, toute l'expertise, elle est chez les entreprises du textile et de l'habillement. C'est-à-dire que c'est vous qui allez avoir cette connaissance-là, c'est vous qui allez savoir, voilà, le fournisseur, il connaît pas. Lui, il connaît sa techno et potentiellement comment l'adapter à un usage particulier, et donc sur ce point-là, il faut être très vigilant. Le deuxième point sur lequel il faut être vigilant, c'est de bien connaître ses processus avant de penser à une implémentation. C'est-à-dire que l'entreprise, elle va fonctionner d'une certaine manière. Je ne sais pas, par exemple, je vais donner un exemple, au hasard. Pour produire un t-shirt et le commercialiser, on va, procéder d'une certaine manière qui est très spécifique à cette entreprise. Cette manière de procéder, elle va venir se heurter à la techno. Qu'est-ce qu'elle permet de faire cette techno et qu'est-ce qu'elle permet de ne pas faire? Et là, on en arrive, donc déjà, il faut très bien savoir comment fonctionnent nos processus, ne pas en avoir une idée simplement théorique. C'est-à-dire que peut-être que sur papier, c'est censé se passer d'une certaine manière, mais que dans la vraie vie, les opérateurs le font d'une manière bien particulière. Donc voilà, donc savoir comment ça se passe dans la réalité, venir confronter cette vision à la vision donc de ce que peut faire la technologie, et ensuite, on va avoir une décision à prendre, c'est-à-dire se dire: «Quels sont les processus qui font mon avantage concurrentiel, que je dois absolument garder, et quels sont les processus que on va dire que je peux sacrifier?» OK, pas de souci, on peut faire autrement, on peut faire les choses autrement. On va s'adapter à l'ERP parce que c'est plus simple, parce que sinon ça demande un investissement supplémentaire, et cetera. Voilà, et là, ça va être ça, c'est vraiment un point bloquant pour beaucoup. Quand on regarde les causes d'échec d'un ERP, très souvent, c'est des entreprises qui ne connaissent pas le fonctionnement qui ne connaissent pas leur propre processus, ou bien peut-être que le directeur ou comment dire? Le chargé de l'informatique a une vision biaisée ou erronée qui est différente de celle de l'opérateur sur le terrain. Donc, 2 autres points importants, les briques technologiques existantes. C'est-à-dire que l'ERP, il peut tout faire, mais peut-être qu'on a déjà des systèmes en place qui fonctionnent très, très bien. Éviter les redondances. Comment faire pour, comment dire? Qu'est-ce qu'on a déjà? Qu'est-ce que peut apporter l'ERP en plus? Voilà, éviter de faire 2 fois la même chose. Et il faut absolument, enfin, un des conseils qu'on donne le plus souvent, donc là je cite McKinsey, je cite, Calliope, je cite, Datix, donc plusieurs, consultants spécialistes qui disent: «Il faut absolument un responsable et un coordinateur unique du projet». Il faut vraiment qu'on soit certain des ressources à mettre, dans ce projet-là.
Donc il faut s'assurer qu'on est prêt à investir dans une procédure coûteuse et qui va prendre beaucoup de temps. Donc, petit point définition. J'ai parlé, donc j'anticipais tout à l'heure, j'ai parlé d'intégrateur par rapport à un éditeur. Pour schématiser, pour faire simple, un éditeur va développer une solution, il va développer un ERP, donc le créer de zéro ou à partir donc de logiciels existants. Un intégrateur, faut plus voir ça comme la personne qui va se déplacer chez les entreprises pour installer cet ERP. Donc ça peut être un ERP qu'il a développé lui-même, ça peut être, comme dans le cas de Calliope, l'ERP de Microsoft ou l'ERP d'un autre acteur. Alors, la distinction dans la vraie vie, ça c'est la distinction théorique, mais en réalité, la distinction, elle n'est pas si claire que ça. C'est-à-dire que beaucoup d'éditeurs sont également intégrateurs, beaucoup d'intégrateurs sont également éditeurs. Des fois, l'intégrateur, ça va être spécifique au pays. Par exemple, la solution, elle est anglaise ou italienne, et l'intégrateur, donc, elle va faire sa propre intégration en Italie, mais en France, va passer par un intégrateur français qui connaît mieux la langue. Voilà. Donc, la distinction n'est pas si claire que ça. Pour des entreprises donc, à faible maturité digitale, donc le conseil vraiment, le conseil générique, mais qu'il faut prendre bien sûr avec des pincettes et adapter à sa propre situation, c'est si on est une société à faible maturité digitale, plutôt se faire accompagner par un intégrateur. Si on a besoin de beaucoup de recherche et développement, qu'on a des processus très très spécifiques, plutôt se faire accompagner par un éditeur qui lui a plus on va dire il a plus la main sur la R&D, sur le développement du logiciel. Et vous remarquerez que les deux phrases ne sont pas mutuellement exclusives. C'est-à-dire que ça peut être l'un et l'autre. Donc voilà, il y a un équilibre à trouver entre ces deux typologies de fournisseurs. Du coup, on va parler de ce qui fâche, l'échec d'implémentation d'un ERP. Je pense que je vais commencer par la colonne de droite, qui est comment on sait que l'implémentation d'un ERP a échoué. Alors, dans les stats les plus souvent disponibles, notamment celle de McKinsey, on nous parle d'un retour sur investissement au bout de 2 ans d'implémentation de l'ERP. Donc, imaginons qu'au bout de 2 ans, on se rend compte qu'un nombre important de collaborateurs n'utilise pas le système. Ils ne l'apprécient pas, ils ne l'utilisent pas, ils ne s'y impliquent pas. C'est un premier signe que l'implémentation s'est mal passée et qu'il faudrait peut-être réévaluer soit ses objectifs, soit un autre outil ou autre chose. On se rend compte qu'il y a eu des dépassements de budget et de délais importants par rapport à ce qui avait été prévu initialement. Parce que, comme je disais tout à l'heure, on a mal évolué le processus à l'entrée et du coup, maintenant, il faut mettre en place des mesures correctives. Et ça, bien sûr, c'est toujours coûteux, c'est toujours coûteux en temps, c'est toujours coûteux en organisation. Il faut se rappeler que pendant que ça, c'est en cours, la production, elle doit continuer, la vente, elle doit continuer. Dans le même cadre, on parle de développement excessif qui ont été nécessaires après implémentation. Donc, c'est-à-dire que la solution, on s'est dit, on va l'implémenter telle quelle, et finalement, ah ben non, c'est pas adapté. Il faut développer des modules supplémentaires qui vont coûter cher, qui vont prendre du temps, etc. Et la dernière, et pour moi, enfin la source, enfin le symptôme, on va dire le plus évident, c'est qu'on se retrouve avec une double saisie. Le système est redondant, il est sous-utilisé. Et au lieu de faire gagner du temps, il en fait perdre. C'est-à-dire qu'au lieu d'un clic avoir son chiffre d'affaires du mois ou son chiffre d'affaires, son budget projeté, il faut utiliser plusieurs ERP en même temps. Donc, j'ai vu une question passer dans le chat sur l'utilisation de plusieurs ERP. Alors, ça peut être parce que les deux outils sont interopérables, qui fonctionnent bien entre eux, que l'outil A est utilisé pour la facturation alors que l'outil B est utilisé pour la production. Ça peut aussi être, imaginons si on utilise la facturation pour l'outil avec l'outil A et avec l'outil B. Et donc, à chaque fois, il faut vérifier que nos données, elles se recoupent, qu'on a bien le bon truc. Donc, la double saisie, ça, c'est vraiment le symptôme. Donc, au début, c'est normal qu'il y en ait un peu, mais au bout de 2 ans, il faut quand même commencer à remettre en question les choix qui ont été faits. Donc,
les raisons de cet échec. Donc, on a parlé des symptômes, mais sur la colonne de gauche, on a les raisons de cet échec. Comme on en discutait tout à l'heure, le choix d'un système qui n'est pas adapté aux besoins, l'incompréhension du secteur d'activité d'activité ou du secteur de l'entreprise. Donc, comme Clarisse le disait tout à l'heure, c'est crucial. Il faut absolument qu'on connaisse les processus qu'on doit digitaliser. Quelque chose, donc bon, ça, on va dire que tout ça, encore une fois, ça peut être évitable, mais ce qui est plus dommage, c'est le troisième point, c'est-à-dire la mauvaise connaissance ou avoir une mauvaise visibilité de ses propres processus en interne. C'est-à-dire, par exemple, on va croire que les choses se font d'une certaine manière, alors qu'en réalité, c'est pas du tout de cette manière-là que ça se fait. Voilà, une vision biaisée. Et donc, on en parlait tout à l'heure, une implémentation qui est plutôt top-down, plutôt que bottom-up. Donc, ça va être imposé par les décideurs sans prendre en compte l'utilisation réelle dans la vie de tous les jours. Donc, la stat de McKinsey, c'est 50% des implémentations de RP seraient des échecs et 75% de ces échecs seraient dus à des problèmes plutôt organisationnels. Donc, on parle plutôt du facteur 3. Donc, on va dire que quand on parle d'un échec d'implémentation, quel est le... Ok, c'est probablement dramatique, mais à quel point est-ce que c'est dramatique? Donc, on va parler du coût, donc de combien ça coûte d'investir et qu'est-ce qu'on risque de perdre si on fait un mauvais investissement. Donc, la première slide que je vous présente ici de Software Connex, c'est une étude de McKinsey qui tente d'évaluer le coût moyen d'un ERP. On parle de 1740 à 9330 $ par mois. Donc, ça nous fait environ entre 20 000 euros et 110 000 € annuels. Donc, bon, c'est écrit dollars, mais on est à peu près à parité, il me semble. Donc, je vais parler en euros. Donc là, on parle uniquement du coût du logiciel, donc du coût récurrent de l'utilisation du logiciel, sans l'implémentation, sans l'assistance technique, sans la formation des utilisateurs. Pour estimer le coût d'implémentation, McKinsey, pour eux, c'est à peu près le double du prix d'utilisation annuel. Donc, on va dire que si ça me coûte 20 000 € par an, pour implémenter ce logiciel dans une entreprise, il faut compter 40 000 €. Donc, au total, pour une année, 60 000 € pour la première année. Donc ensuite, ça va dépendre bien sûr des modèles économiques, ça va dépendre de est-ce que c'est un abonnement, est-ce que c'est une licence perpétuelle. Voilà, tout ça, c'est des détails qui vont venir influencer sur le coût. Donc, je vais parler plus spécifiquement de la structure de coût. Quelles sont toutes les variables qui influent sur la structure de coût? Donc, la première, la plus évidente, c'est le nombre d'utilisateurs. Plus on a un nombre d'utilisateurs élevé, plus le coût est élevé. Par contre, c'est pas linéaire, c'est-à-dire qu'on peut avoir des négociations, on peut avoir au bout d'un moment des tarifs des tarifs de volume. Le modèle économique, est-ce qu'on parle d'un abonnement ou d'une licence perpétuelle? Dans le graphe juste avant, on pouvait voir, alors le petit graphe en bas à droite, il nous montre les coûts. Donc en bleu, c'est le coût d'un abonnement comparé au coût d'une licence perpétuelle. Et on peut voir que au bout de 8 ans d'abonnement, on a le même coût qu'une licence. Voilà, on commence à retrouver le même coût qu'une licence. Par contre, une licence, en 8 ans, le logiciel peut devenir obsolète. Et on va retrouver certains acteurs qui font payer la mise à jour de leur outil. Donc là aussi, il faut faire très attention. La méthode de déploiement, donc est-ce qu'on parle d'un logiciel qui est déployé sur cloud ou est-ce que c'est un logiciel qui est on-premise, c'est-à-dire qu'il est dans les serveurs de l'entreprise? Aujourd'hui, donc, j'ai discuté avec une dizaine d'acteurs, on a discuté avec une dizaine d'acteurs du marché et la plupart nous disent que clairement, le on-premise, c'est toujours proposé, mais c'est plus du tout mis en avant. C'est-à-dire que, a priori, selon eux, c'est amené à disparaître. Donc, on se dirige de plus en plus vers un modèle cloud. Donc, qu'est-ce qui peut encore peser sur le coût? La personnalisation, les modules complémentaires, tout ce qui est comment modifier le logiciel pour qu'il s'adapte à mes processus. D'où l'intérêt de savoir quel processus garder et lesquels, on va dire, desquels se dispenser. Donc, Alors on a ça, c'est très important parce qu'il faut il faut trouver le bon équilibre entre, j'allais dire, vos besoins spécifiques et surtout ne pas tomber, j'allais dire, dans la volonté que ça fasse papa-maman.
que ça fasse tout, 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 tout. Je Exactement. veux dire, donc, il faut tout de même bien hiérarchiser vos besoins. J'allais dire vos besoins en termes in fine opérationnels, etc., de réglementation. Mais essayez vraiment de faire l'effort de vous dire qu'est-ce qui est vraiment très important pour moi et de ne pas vouloir que le système fasse tout. Exactement. Les moutons à 5 pattes n'existent pas. Il faut absolument savoir ce qu'on veut et essayer enfin voilà, ne pas en tout cas, s'attendre à ouais, du rêve, on va dire. Hem, Très important, les coûts cachés, c'est-à-dire on va avoir le tarif qui est affiché, le coût d'implémentation qui est affiché. Par contre, ce dont on ne parle pas, c'est les coûts cachés. C'est-à-dire, les coûts cachés les plus communs, c'est l'achat d'un matériel plus performant. Le RP va être, on va dire technologiquement avancé et donc les PC qu'on va acheter, il faut qu'ils soient plus performants. Le prix de la migration des données, est-ce que ça va inclure, par exemple, une partie saisie manuelle? On va devoir passer de nos tableurs Excel à un ERP ou bien d'un ERP qui n'est pas compatible avec un nouveau? Combien de formations vont être disponibles? Combien de supports supplémentaires vont être nécessaires? Tout ça, c'est des coûts, c'est pas des coûts cachés, c'est-à-dire qu'on sait que ça va être là, mais c'est peut-être des choses qu'on prend pas en compte dans le prix qui va s'afficher maintenant. Donc, plus particulièrement pour le cas d'une petite entreprise, cette projection qu'on voit à gauche, elle montre que la variable clé dans le calcul du prix d'un ERP, c'est la taille de l'entreprise. Est-ce qu'on est plutôt dans une petite entreprise avec peu d'utilisateurs et peu de chiffre d'affaires, ou bien est-ce que c'est une entreprise avec beaucoup d'utilisateurs et beaucoup de chiffre d'affaires? Et donc on voit une progression des coûts de RP par utilisateur et ça peut être bien pour essayer d'estimer, donc de se positionner si vous êtes une PME sur ce graphe-là et dire: «OK, donc je peux m'attendre à, tel type à tel prix ou tel coût par mois». Donc là, on est sur une base mensuelle. Du coup, si donc c'est divisé de cette manière-là. Ce tableau, c'est une représentation du graphe précédent. Juste pour revenir et insister sur le fait que les chiffres qu'on va présenter sont à titre indicatif, sont vraiment donnés à titre indicatif et on peut rien garantir. Je pense que c'est même difficile pour un fournisseur de solutions de dire: «Voilà combien ça va vous coûter». Parce que les situations sont personnelles, il y a une grosse partie de personnalisation à chaque fois qui va avoir un impact sur le prix qui sera très, très importante. Donc si vous voulez si vous avez un projet précis en tête, il faut bien sûr demander un devis et passer du temps avec le fournisseur pour qu'il puisse vous donner, une estimation au plus proche. Donc ce tableau, donc qui est, un peu difficile à lire, c'est, ce qu'on a trouvé donc, en tant que données publiques et ce qui a été partagé avec nous comme prix pour une liste d'ERP. Donc cette liste d'ERP, qu'on a jugée pertinente pour le marché français du textile et de l'habillement et donc qu'on est allé interroger. Donc ça va être plus lisible si je passe, en mode graphique. Donc on parle de TCO, donc de coût total, de possession pour 1 an et pour un utilisateur. Et là, on parle de l'investissement initial qui va être nécessaire. Donc on peut voir que, on en a 3 qui sont à peu près autour donc entre 80 et 80 000 € et 90 000 pardon, euros annuels, pour un utilisateur. Donc, bien sûr, à chaque fois, c'est rapporté à un utilisateur, donc il faut se dire qu'on rajoute, voilà, en général, on a un prix supplémentaire par utilisateur. Donc pour les solutions, bien sûr, c'est pas du tout exhaustif, c'est les solutions sur lesquelles on a trouvé des données. Faut aussi se rendre compte que pour Zedonk, par exemple, l'acteur qui est là, qui est déjà utilisé par beaucoup d'acteurs de la mode, on n'a pas d'implémentation. On a uniquement un coût récurrent qui est mensuel et donc bien sûr ça va affecter le prix. Après, étant donné qu'on n'investit pas enfin voilà, on a pour ce pourquoi on paye et c'est sur ça qu'il faut faire attention.
Now ERP, donc juste petite remarque, c'est des données qu'on a extrapolées, donc on se retrouve à 45 000 de TCO, mais on n'en est vraiment pas sûr. Ça nous paraît assez faible par rapport à la moyenne du marché. À notre avis, il faudrait plus s'attendre au double. Autre chose à prendre en compte, c'est que des fois, on a des seuils. C'est-à-dire que certaines entreprises vont vous dire: «OK, mais moi, au minimum, ça va être 5 utilisateurs». On a l'exemple avec, il me semble bien, par exemple avec Datatex, Now ERP, on ne peut pas, utiliser la solution si on a moins de 5 utilisateurs. Donc, on a des effets de seuil qui vont rentrer en jeu et qu'il faut absolument prendre en compte également. Je vais passer aux coûts récurrents. Donc là, c'est un peu plus comparable que le graphe précédent. Donc on a des coûts récurrents qui varient, donc entre, environ 1 000 € à 5 000 € annuels par utilisateur. Donc se dire que ça, c'est l'investissement qu'il va falloir faire chaque année pour maintenir maintenir la solution. Donc avant de faire cet investissement, donc la slide suivante, c'est pour vous parler un peu, on a beaucoup parlé de chiffres, on a beaucoup parlé d'investissement. Le projet Polytronix, c'est un projet, auquel participe l'IFTH. L'idée, c'est d'avoir un guichet unique qui permet d'accompagner les entreprises qui travaillent donc de manière générale dans les matériaux polymères. Ça inclut le textile et l'habillement. Et l'idée, c'est de pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour améliorer les processus de fabrication, améliorer tous les processus dans l'entreprise. Ce qui est intéressant et pourquoi il a semblé intéressant d'inclure cet acteur dans ce projet, c'est que jusqu'à maintenant, on a beaucoup parlé d'évaluation de la maturité digitale. Est-ce que je fais appel à un intégrateur ou à un fournisseur, un éditeur? Pour évaluer sa maturité digitale, on peut, dans un premier temps, passer par Polytronix, donc qui représente c'est un guichet unique où les petites entreprises peuvent, par exemple, remplir un questionnaire qui est gratuit et suite à ce questionnaire, avoir déjà une première indication de où est-ce que l'entreprise se situe sur le spectre. Potentiellement, Polytronix peut aider pour accompagner les entreprises dans l'implémentation de projets de numérisation ou de Mmh. digitalisation. Faut quand même, enfin, on va quand même dire que c'est pas ultra encore abouti quand même. Alors, Ça commence, effectivement, non, le enfin, projet j'allais a été dire, lancé récemment. Ouais, il faut pas faire croire, je pense, aux entreprises que ça y est, vous y allez, vous posez vos questions. Ça commence, mais ça peut donner des indications, mais c'est pas, totalement, abouti, hein? bien sûr, on parle ici d'une première évaluation, d'une première idée. Ça va pas être, enfin voilà, on va pas tout de suite avoir un score et nous dire: «OK, vous êtes positionné ici, donc oui, il faut tel ERP». C'est pas comme ça que ça fonctionne effectivement. De toute façon, le projet, a démarré et voilà, c'est en cours, mais c'est intéressant de savoir que ce type de projet existe ou d'autres projets d'accompagnement digital que l'entreprise peut, utiliser pour, voilà, pour s'informer un peu mieux sur ces problématiques. Donc, hop, on passe aux conclusions et aux recommandations. Alors, j'ai vu une question passer sur le chat à propos de la liste des ERP qui sont spécialisés, pour les entreprises de moins de petite et de moyenne taille, de moins de 10 millions d'euros de chiffre d'affaires. Il faut savoir que cette étude, donc cette présentation fait partie d'une étude plus large où on est vraiment allé évaluer, il me semble, Clarisse, au final, on avait une liste de 24 fournisseurs de solutions, chacun avec, Oui. ouais, chacun avec des plus, des moins et avec un focus sur cet acteur spécifique qui nous avait paru plus intéressant. Donc, on va présenter la synthèse de cette étude. Voilà, Alors pour aller au-delà, pour être extrêmement ouais, clair, je veux dire, pour être cash, c'est que cette étude donc est financée par le défi. Le défi est financé par une taxe affectée dans l'habillement. Donc toutes les entreprises qui payent la taxe et qui sont à jour de la taxe, peuvent avoir accès à l'étude complète.
Les entreprises qui, voilà, sont pas redevables de la taxe ou etc. J'allais dire, l'étude sera payante avec des niveaux tout de même très raisonnables pour les PME parce que bon, notre but, c'est quand même que les entreprises françaises se développent. Un prix un peu plus élevé pour les plus grandes entreprises. Par contre, ça sera plus élevé pour les consultants. Voilà, on va pratiquer pour les consultants un tarif un peu plus, plus élevé parce que l'étude est extrêmement fouillée. Il y a un travail, j'allais dire, solution par solution, positionnement de chaque solution qui est extrêmement poussé. Et pour le dire très, très sincèrement, on n'a juste pas envie que effectivement les consultants reprennent notre travail de manière gratuite pour ensuite le faire payer, j'allais dire, à leurs clients. Voilà, pour être clair. Donc pour ça, j'allais dire, vous nous envoyez, vos demandes, directement. Je ne sais pas, Louis, c'est à toi qu'on envoie? C'est à quel, syndiqué? Je vais la mettre dans le chat, mais c'est à l'adresse défi@defimode.org. Donc c'est défi@defimode.org. Oui. Assez facile. Voilà, merci. Très bien. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement sur la suite. Voilà, donc l'étude dont parle Clarisse, on a tenté d'évaluer les acteurs. Alors, quand on parle d'évaluer les acteurs, on ne veut pas dire qu'on les juge, on ne veut pas dire que certaines solutions sont moins bonnes que d'autres, on veut juste dire certaines solutions sont plus adaptées aux petites entreprises que d'autres. Donc, pour savoir si l'entreprise elle est adaptée ou pas, on les a positionnées sur un axe, voilà, avec plusieurs étoiles, et on les a évaluées sur un critère de personnalisation. Est-ce que quelles possibilités de personnalisation? Quel était l'investissement, donc plutôt cher, plutôt pas cher? Quel était le coût récurrent dans le temps? Quel potentiel d'évolution ou quelle pérennité? Quelle correspondance métier? Donc, est-ce que c'est une entreprise généraliste ou est-ce que vraiment on a une spécialité textile, mode, habillement ou encore plus basse, plus fine, filateur, tisseur, etc. Quel est le niveau de sûreté ou de sécurité évalué? Comment est géré l'accompagnement et les migrations? Quel est le coût de cet accompagnement? Quelle est l'accessibilité et l'ergonomie, la facilité de prise en main? Là, cette évaluation, elle est extrêmement subjective, on s'en rend bien compte. De manière générale, l'évaluation, elle est subjective, mais voilà, on a essayé de se poser sur des critères un peu, on va dire un peu plus carrés. Et le niveau d'interopérabilité. Donc, on se retrouve avec cet axe-là sur quelle solution correspond à quel maillon de la filière. Donc vous allez reconnaître quelques noms. J'ai parlé tout à l'heure de Datatex, de Now ERP. Dans le même style, on a Porini, donc qui sont positionnés sur l'ensemble de la chaîne de valeur. C'est des Italiens, donc qui sont spécialisés dans le textile, qui sont positionnés, voilà, qui connaissent très bien tous les métiers, qui travaillent dessus pendant 20 ans. Alors, je me rends compte que on va légèrement dépasser le temps. On a commencé 5 minutes en retard, donc on se donne 5 minutes en plus. Louise, tu penses que c'est bon? Oui, oui. Oh oui, Parfait. je pense. Très bien. Plus 5, Ensuite, plus 5. plus 5, plus 5. Donc, je parlais tout à l'heure de K3 Pebblestone, qui était la solution qui était intégrée par Calliope. Donc là, on est plutôt sur de la confection, distribution, retail. Voilà, ça va pas du tout s'adapter à la filature ou au tissage. Pareil pour Cégide, pareil pour Zedonc. Donc voilà, le graphe, c'est ce qu'il est censé, c'est plutôt ce qu'il est censé montrer. Donc, quelle correspondance avec la filière. Ça, c'est les critères donc, dont je parlais, la synthèse, les 3 étoiles. Donc, quel est le degré de personnalisation? Quel est l'investissement initial, etc. Donc, chaque acteur a été mappé sur un diagramme radar. Donc, dans l'étude complète, chaque acteur a son propre diagramme radar. Ça, c'est la synthèse de tout. Donc, on se rend compte, par exemple, que niveau investissement initial, Zedonc, c'est la meilleure des solutions. C'est la moins chère en tout cas, tout simplement parce que on n'a pas de coût d'implémentation, c'est-à-dire qu'on peut démarrer tout de suite au bout de quelques mois l'utilisation. Pareil, question coût dans le temps, c'est pas très cher. Par contre, question accompagnement ou interopérabilité, voilà, on n'est pas, ou personnalisation surtout, on n'est pas sur une solution qui permet beaucoup de personnalisation. Donc je vous laisserai explorer tout ça plus tard.
Question, donc j'ai vu une question dans le chat sur la taille. Donc la question c'est quel ERP pour quelle taille de PME. Donc on a essayé de les organiser un peu subjectivement sur les axes suivants. Donc l'axe vertical, ça va être l'investissement nécessaire et l'axe horizontal, ça va être la taille d'entreprise. Donc pour les petites, ça fonctionne très bien pour les petites entreprises et ça demande pas beaucoup d'investissement. Donc Datatext de Now, pardon, excusez-moi, ça va convenir pour les grandes entreprises et ça demande beaucoup d'investissement. Donc on est plutôt sur ce type de configuration-là. Donc j'espère que ça répond au moins partiellement à une des questions que j'ai vues dans le chat. Question investissement donc initial vs coût récurrent. On a aussi donc on a cette typologie-là. K3 Pebblestone, c'est un investissement initial qui va être élevé. Par contre, question coût récurrent, on est assez raisonnable. On est plutôt positionné vers le bas de l'échelle. Donc voilà, à comparer. Et encore une fois, il ne s'agit pas d'un jugement de la performance de la solution. On parle de l'adaptation de cette solution pour une PME du secteur textile, mode, habillement. Voilà, je préfère être clair là-dessus. En termes de possibilités d'évolution et de pérennité, effectivement, on a essayé de positionner sur cet axe-là. Donc, ce que je disais tout à l'heure, c'est donc plutôt une solution plug and play qu'on va utiliser immédiatement, qui ne va pas coûter très cher. Par contre, si on veut à long terme avoir une vraie solution pour une grande entreprise qui a beaucoup de volume, plutôt aller sur du Porini ou du Datatext. Conclusion. Donc, qu'est-ce que ça nous permet de dire? Donc, on le répète, mais c'est parce que c'est le point le plus important. L'aspect métier. Quelle que soit la taille de l'entreprise, quelle que soit sa maturité digitale, quel que soit le segment spécifique qu'elle occupe sur le marché du textile et de l'habillement, il faut que le métier il faut que le métier soit pris en compte. Il faut que l'ERP soit adapté au métier de l'entreprise. Et surtout, il faut voir si l'entreprise est diversifiée sur plusieurs métiers, comment la solution va répondre à ces différents métiers. Comment est-ce que ça va fonctionner, je ne sais pas, je vais dire n'importe quoi, pour le cuir et pour le textile différemment, parce que ça va être des processus différents. Niveau fonctionnalité, la conclusion à laquelle on arrive avec cette étude, c'est que tout le monde a à peu près les mêmes fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on ne va pas se dire, OK, cette solution, elle permet de faire de la gestion de facturation, et cette solution ne le permet pas. La plupart des fonctionnalités, à moins de descendre dans des fonctionnalités très fines et très spécifiques, la plupart des fonctionnalités sont assez similaires. Donc ça ne va pas être sur ce point-là que le choix va se faire de prime abord. Au bout d'un moment dans le processus, oui, mais de prime abord, on n'y est pas. Est-ce qu'on choisit un éditeur ou un intégrateur? Donc, ça va dépendre du besoin en personnalisation, du besoin en R&D et de la maturité digitale. Le budget doit prendre en compte les coûts cachés. On en parlait tout à l'heure, la mise à jour du matériel, le niveau de personnalisation, etc. Et dernier point, où est-ce que les données sont hébergées? Est-ce que j'ai besoin est-ce que j'ai besoin de confidentialité sur ce point-là? Est-ce que j'ai besoin que mes données soient hébergées en France ou est-ce que ça me va qu'elles soient hébergées aux États-Unis? Voilà, peu d'acteurs proposent aujourd'hui le on-premise, les serveurs dans les locaux d'une entreprise, mais c'est quand même un choix enfin voilà, c'est quand même un critère à prendre en compte pour le choix. Donc on parlait tout à l'heure de l'échec d'implémentation qui est systématiquement dû à un manque d'organisation. On s'attend à 2 ans pour pouvoir implémenter, pour s'attendre, voilà, au bout de 2 ans, on s'attend à ce que l'ERP soit fonctionnel et à avoir un retour sur investissement au bout de cette période-là également. C'est très important de former et de maîtriser l'outil qu'on a choisi, notamment pour les personnes qui vont l'utiliser au quotidien. Et en fait, l'ERP va pas régler le problème de l'entreprise. Si l'entreprise a un problème de gestion de données, n'a pas une culture de centralisation de cette donnée et de l'utilisation de la donnée pour la prise de décision, l'ERP va pas agir, enfin, va pas venir arranger ce problème. C'est-à-dire qu'il faut déjà qu'elle soit dans cet état d'esprit
pour ensuite digitaliser ces processus et rajouter cet outil au-dessus. Donc, pour les entreprises à faible maturité digitale, un outil du type Zedonk qui ne permet pas beaucoup de choses, mais qui permet d'être utile tout de suite, peut être une bonne solution à court terme et à faible coût. Donc, c'est un outil qui va être utilisé pour préparer sa transition. Ça ne veut pas dire que l'outil ne permet pas ensuite de continuer et d'évoluer en compétences, mais c'est des choses qu'il va falloir ensuite négocier avec le fabricant. Dans un premier temps, ça peut être une bonne première solution. Pour des entreprises qui sont plutôt matures, il faut se rendre compte, donc la littérature qui est citée nous informe qu'un ERP, pour une structure mature, il faut l'envisager à horizon 5-6 ans. C'est à partir de là qu'on commence à avoir des traces d'obsolescence. Donc se dire que si je me lance dans cette démarche, c'est pour les 5-6 prochaines années, et ensuite rebelote ou voir comment faire évoluer le projet. Donc, pour la production textile spécifique, un outil qui va beaucoup dans le détail des processus de production de type Soline en France, donc là on parle bien sûr en France, dans d'autres pays ça va être différent, c'est déjà un outil qui est bien adapté. Pour le secteur mode et habillement, Porini, Datatex, clairement c'est les leaders du marché. Après, est-ce qu'il est possible de trouver moins cher? Probablement. Voilà, on ne peut pas se prononcer là-dessus. On a également un autre outil qui s'appelle donc Cegid Orly, qui est assez bien positionné. K3 Pebblestone, donc l'outil de l'intégrateur Calliope, ça peut être une bonne solution à moyen terme. Il faut faire attention aux dépendances à Microsoft, par contre. C'est-à-dire que, par exemple, Microsoft va faire des mises à jour régulières de son outil qui vont faire que l'obsolescence de l'outil, elle sera probablement accélérée. Et donc, il faut vérifier que la rétrocompatibilité, elle est assurée. Et en général, ça, on le trouve en discutant avec les fournisseurs et en lisant les conditions générales d'utilisation. On a d'autres acteurs historiques qu'on va citer comme Prios et Fastmag. A priori, en regardant un peu dans la presse, on se rend compte que c'est des acteurs qui sont en train de se positionner hors du textile, hors de l'habillement, donc à voir dans le futur comment ça va évoluer. Voilà, donc à peine dépassé, j'espère que ça a été intéressant. Beaucoup de termes techniques et voilà, j'espère que vous avez quand même pu suivre. Clarisse, vous voulez peut-être conclure? Bah, d'abord, oui, Ouais. enfin, j'espère. Alors, j'espère qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Vous pouvez toujours nous envoyer des questions complémentaires à ce qu'on vous a donné comme adresse, défi@defi.org. Maintenant, bon, je voudrais vraiment remercier Yacine et puis l'équipe qui a travaillé avec Yacine pour aller aussi loin sur la cartographie et surtout pour donner des éléments vraiment pour vous aider à choisir un bon ERP, une bonne solution. Que ça soit tant dans les coûts que la facilité de mise en place, l'adaptation, etc., etc. Donc voilà, cette présentation va être disponible. Alors, je ne sais pas, Nadège, Louise, elle va être disponible où alors c'est sûr qu'on l'aura sûrement sur notre e-défi, Oui, c'est certain. sur le e-défi, sur le blog du défi Du également. Après défi, pour l'IFTH, je sais. Et après pour l'IFTH, je Nadège, sais pas. C'est sur le site. qu'est-ce Je pense que je que... vais la mettre sur le site. Je vais la mettre à Voilà. disposition sur le Hein, site. Eva, c'est ce qu'on pense. Ouais, on va faire Donc voilà. En tous les cas, le RP, c'est quelque chose ou une solution de structuration des données. Alors moi, je suis convaincue que c'est déjà extrêmement important pour, j'allais dire, piloter votre entreprise pour l'opérationnel. Mais comme les exigences de traçabilité vont s'accroître, que de plus en plus de solutions commencent à s'étoffer, hein, même si aujourd'hui, il y en a pas une qui est absolument parfaite. On va engager un travail là-dessus aussi. Je veux dire, sans ERP, ça va être très, 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 très difficile. Très, très difficile de pas avoir, de pouvoir mettre en place efficacement une solution de traçabilité.
Voilà. Et moi, je voudrais dire encore merci à toute l'équipe. Merci à Yacine, merci à toute l'équipe, Eva, Louise et tous ceux qui ont... Et Nadège, qui a mis en forme, je veux dire, la présentation. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci.